Une terrible inquiétude tourmenta Martin Eden. Il avait faim de voir la jeune fille dont les mains fines s'étaient emparées de sa vie, mais il ne pouvait trouver le courage d'aller la voir. Il craignait, en y allant trop tôt, de commettre une grave infraction à cette chose effrayante appelée le savoir-vivre. Il passait de longues heures dans les bibliothèques d'Auckland et de Berkeley, et remplissait des fiches d'abonnement pour lui-même, ses sœurs Gertrude et Marianne, et pour Jimmy, dont quelques verres de bière avaient obtenu le consentement. Avec la provision de livres que 4 cartes lui permettaient d'emporter chez lui, il usa tant de gaz dans sa pauvre chambrette que M. Higginbotham lui fit payer 50 cents de supplément. La masse de livres qu'il lut ne lui servit qu'à stimuler son impatience. Chaque page de chaque volume n'entrebâillait qu'une fenêtre minuscule du paradis intellectuel, et son appétit, aiguisé par la lecture, augmentait à mesure. Puis, il ne savait par quel bout commencer, et souffrait continuellement du manque d'études préparatoires. Les plus simples allusions, évidemment comprises par n'importe quel lecteur, lui échappaient. Il en fut de même pour la poésie qu'il adorait. Il lut le Swinburne prêté par Ruth, d'autres encore, comprit Dolores d'un bout à l'autre. Mais il estima que Ruth ne devait pas le comprendre. Comment l'aurait-elle pu vivant une vie aussi raffinée? Il tomba par hasard sur des poèmes de Kipling, dont le rythme, l'envolée, l'éclat qui transformait les moindres choses, les détails les plus familiers, le transportèrent. La compréhension de cet homme, sa psychologie à l'emporte-pièce, le stupéfiait. Psychologie était un nouveau mot dans le vocabulaire de Martin. Il avait acheté un dictionnaire, ce qui avait fait une brèche assez importante à ses économies et avancé le jour de son embarquement. De plus, cela agaçait M. Higginbotham, qui aurait préféré que cet argent lui profite. Le jour, il n'osait pas s'aventurer dans les parages de Ruth. Mais, à la nuit, il rôdait comme un voleur autour de la maison des Morses. Il regardait furtivement les fenêtres, attendri à la seule vue des murs qui l'abritaient. Il faillit plusieurs fois être surpris par ses frères et suivit un soir M. Morse en ville, étudiant sa figure dans les rues éclairées et souhaitant de tous ses voeux l'accident terrible qui lui permettait de bondir à la rescousse pour sauver le père de sa bien-aimée. Une autre fois, il fut récompensé de son attente en entrevoyant la silhouette de Ruth à une fenêtre du premier étage. Les bras levés, elle se coiffait devant un miroir. Il ne vit que sa tête et ses épaules, l'espace d'un éclair en réalité. Mais cette vision fugitive accéléra son pouls et fit battre son sang dans ses artères. Puis elle fit tomber le store. Et il savait à présent où était sa chambre. Et il revint la guetter souvent, caché dans l'ombre d'un arbre, sur le trottoir opposé, en fumant d'innombrables cigarettes. Un après-midi, il rencontra sa mère qui sortait d'une banque, ce qui lui démontra une fois de plus l'énorme distance qui le séparait de Ruth. Elle appartenait à la classe qui se servait des banques. Jamais il n'avait pénétré dans un de ces sanctuaires et s'imaginait qu'il ne pouvait être fréquenté que par des millionnaires et les puissants de la terre. Il subissait une sorte de révolution morale. La pureté et la beauté d'âme de son idole avaient opéré chez lui une réaction, et il éprouvait un ardent besoin de propreté. Il devait être propre, pour être digne de respirer le même air qu'elle. Il se lava les dents, il se brossa les mains avec une brosse à récurer l'évier, jusqu'au jour où, ayant vu une brosse à ongles à la devanture d'un droguiste, il en devina l'usage et l'acheta. Le vendeur, ayant jeté un regard sur ses ongles, proposa une lime, et il acquit sur le champ ce nouvel ustensile de toilette. Après avoir parcouru un livre sur les soins corporels, il décida qu'il lui fallait un bain froid tous les jours, à la stupéfaction de Jim et à l'indignation de M. Higginbotham qui, voyant d'un sale œil ces notions abracadabrantes, se demanda sérieusement s'il ne ferait pas payer à Martin l'eau en plus. Un autre progrès fut réalisé à propos du pli du pantalon. Martin, orienté vers ce genre de choses, remarqua vite la différence entre le pantalon du travailleur, dont le genou fait une poche, et celui dont la ligne droite tracée du pied à la hanche indique un milieu plus élevé. Il travailla la question et envahit la cuisine de sa sœur pour réquisitionner ses fers et une planche à repasser. Au début, il eut quelques mésaventures, brûla un pantalon et fut forcé d'en acheter un autre, ce qui rapprocha encore la date de son embarquement. Mais le changement ne s'opérait pas seulement sur son apparence extérieure. Il fumait encore, mais ne buvait plus. Jusqu'alors, il s'était imaginé qu'un homme devait boire. Et il se vantait d'avoir la tête solide, ce qui lui permettait de voir les autres rouler sous la table tandis que lui-même tenait parfaitement le coup. Quand par exemple il rencontrait un camarade de bord, et il y en avait beaucoup à San Francisco, il l'invitait, ou était invité comme autrefois, mais à présent c'était du ginger ale ou de la limonade qu'il commandait pour lui et il acceptait gaiement leur mise en boîte. Et tandis qu'il se grisait, que la brute se veillait en eux et les possédait, il les étudiait et remerciait Dieu de ne plus leur ressembler. Il leur fallait oublier leur misère, et pendant leur ivresse, ces brutes stupides se sentaient pareils aux dieux et régnaient dans leur paradis d'intoxiqués. D'ailleurs, Martin ne se sentait plus le besoin d'alcool. Il était ivre de 1000 autres façons nouvelles, bien plus graves. Ivre de Ruth, qui avait embrasé son cœur d'amour et de désir d'immortalité. Ivre de lecture, ce qui avait déchaîné en lui d'innombrables aspirations. Ivre enfin de sa force,
doublé par les soins qu'il prenait de son corps et qui lui donnaient un équilibre joyeux et magnifique. Un soir, il alla au théâtre, espérant vaguement qu'elle y viendrait, et voilà que des seconds balcons où il était assis, il la vit. Il la vit arriver par un des bas-côtés avec Arthur et un jeune homme, pourvu d'un gazon ras à la place de cheveux et de lunettes, dont la vue le plongea dans des affres de méfiance et de jalousie. Il la vit s'asseoir au fauteuil d'orchestre et toute sa soirée il ne distingua guère que ceci, de délicates épaules blanches et une masse de cheveux d'or pâle, pâlis encore par la distance. Mais d'autres que lui étaient distraits, et il remarqua en regardant autour de lui deux jeunes filles assises à côté qui lui souriaient d'un air effronté. Il avait toujours été d'un abord facile. C'était pas dans sa nature d'envoyer promener les gens. Autrefois, il aurait souri en retour, et par son attitude encourageait leur sourire. À présent, c'était différent. Il répondit à leur sourire, puis se détourna et ne regarda plus de ce côté-là. Plusieurs fois, pourtant, sans le faire exprès, son regard rencontra de nouveau leur sourire. On ne change pas en un jour, et il ne pouvait guère modifier sa gentillesse foncière. Il finit donc par sourire à ces jeunes filles, par sympathie. Que lui apportait-elle de neuf? Il savait bien qu'elle tentait vers lui leurs mains caressantes. Mais à présent, là-bas, très loin, à l'orchestre, était la femme unique, si terriblement différente de ces deux filles de sa classe à lui, qu'il ne pouvait ressentir à leur égard que peine et pitié. Il désirait de tout son cœur qu'il leur soit donné de posséder un peu de la bonté de Ruth et de sa splendeur morale, mais pour rien au monde il n'aurait voulu les blesser à cause de leurs avances, dont il n'était d'ailleurs pas flatté. Il ressentait même une vague honte de son infériorité qui les y autorisait. S'il avait appartenu au milieu de Ruth, jamais ces filles ne se seraient permis de familiarité. Dans leurs œillades, il sentait l'emprise de son milieu qui l'obligeait à se maintenir à leur niveau. Il se leva avant le baisser de rideau pour essayer de voir sortir Ruth. Il y avait toujours du monde sous le péristyle du théâtre, et s'il rabattait la visière de sa casquette sur ses yeux pour se dissimuler, elle ne le verrait pas. Il sortit le premier de la foule. Mais à peine s'était-il placé sur le chemin de la sortie que les deux filles apparurent. Elle l'avait suivi, c'était évident, et sur l'instant, il maudit le charme qu'il exerçait sur les femmes. Elles avançaient lentement, dans le flot de la foule, et c'est en le frôlant que l'une d'elles l'aperçut. C'était une mince fille brune, aux sombres yeux pleins de défi. Toutes deux lui sourirent, et il leur répondit. « Hello !» dit-il automatiquement. Il avait déjà si fait si souvent dans des cas semblables. D'ailleurs, il ne lui était guère possible de faire moins, étant donné sa grande indulgence et le besoin de cordialité inhérent à sa nature. La fille aux yeux noirs accentua son sourire et fit mine de s'arrêter, ainsi que l'ami qui l'accompagnait et qui riait en se tortillant. Il réfléchit rapidement. Il ne fallait pas qu'en sortant, elle le vît avec ses filles. Tout naturellement, il emboîta le pas à la brune et la poussa vers la sortie. Là, il était à son affaire. Loin de manifester de la maladresse ou de la timidité, il plaisanta, maniant avec verve l'argot et le compliment gentil, préliminaire indispensable dans ce genre d'aventure rapide. Au coin, il voulut quitter la foule qui suivait la rue pour en prendre une transversale. Mais la fille aux yeux noirs lui saisit le bras et s'écria en entraînant sa compagne. Hé, Bill, où courez-vous comme ça? Vous allez pas nous plaquer tout de suite? Il s'arrêta, se mit à rire et fit volte-face. Par-dessus leurs épaules, il voyait la foule passer sous les réverbères. L'endroit où il se trouvait n'étant pas éclairé, il pourrait la voir passer sans être vu. Elle devait passer par là, puisque c'était son chemin pour rentrer. Comment s'appelle-t-elle? Dit-il à la copine, en désignant la fille brune. Demandez-lui, répondit-elle en pouffant. Alors, votre nom? Fit-il en se tournant vers la fille en question. Vous ne m'avez pas dit le vôtre, répliqua-t-elle. Vous ne me l'avez pas demandé, dit-il en souriant. D'ailleurs, vous l'avez deviné, c'est Bill, justement. Allons donc. Elle le regarda dans les yeux, tandis que ses siens se faisaient tendre. C'est vrai, ça? Elle l'observait toujours. L'éternel féminin brillait dans ses yeux éloquents. Et il l'évaluait négligemment, sachant d'avance qu'elle allait à présent, s'il l'attaquait, se tenir sur la défensive, soudain réservé, pudique, mais prêt à renverser les rôles s'il reculait. N'étant après tout qu'un homme, il sentait l'attirance qu'elle exerçait sur lui et, dans son fort intérieur, appréciait sa flatteuse insistance. Il connaissait bien tout ça. Il le connaissait trop bien, de A à Z. Bonne, elle l'était comme on peut l'être dans ce milieu-là. Travaillant dur, mal payée et dédaignant de se vendre pour vivre mieux. Elle recherchait ardemment une bouffée de bonheur pour égayer sa triste existence et n'avait devant elle d'autre alternative qu'une lamentable éternité de travail, ou le sombre gouffre d'une misère plus terrible encore, qui payait mieux, mais tuait plus vite. Bill, répondit-il en hochant la tête. Je vous assure. Bill. Ou Pierre. Sans blague. Allons donc, il s'appelle pas Bill, interrompit l'autre. Qu'en savez-vous, dit-il, vous ne me connaissez pas? Mais pas besoin de vous connaître pour savoir que vous mentez.
Sérieusement, Bill, c'est votre nom dit la brune. Eh, Bill me va très bien, répondit Martin. Elle lui prit le bras en riant. Bah, je sais que vous mentez, mais vous êtes gentil quand même. Il prit la main qui s'offrait, en sentit de suite les marques et les déformations qu'il ne connaissait que trop bien. Depuis quand vous avez plaqué la fabrique de conserve interrogea-t-il. Comment savez-vous? Eh bien, c'est un sorcier s'écrièrent les filles en chœur. Tandis qu'il échangeait avec elle toutes les stupidités habituelles, dans son esprit passaient et repassaient les innombrables rayons de la bibliothèque où s'accumulaient les merveilles des siècles passés, et l'incongruité de ses pensées le fit sourire. Cependant, ses rêves intimes et le badinage qu'il affectait ne l'empêchaient pas de surveiller la sortie du théâtre. Et tout à coup, il aperçut Ruth, dans la lumière, entre son frère et le jeune homme aux lunettes, et son cœur s'arrêta de battre, comme il avait espéré ce moment. À peine eut-il le temps d'apercevoir la gaze légère qui voilait sa tête fière, l'arrangement plein de goût de sa silhouette drapée, la grâce de son allure et sa main fine, quand elle releva la jupe. Puis elle disparut, et il se retrouva en face des deux ouvrières, de leurs vains essais d'élégance et de propreté, en face de leurs vêtements bon marché et de leurs bijoux de pacotille. Il sentit qu'on lui tiraillait le bras, entendit vaguement qu'on lui parlait. Eh, réveillez-vous, Bill, qu'avez-vous? Quoi, vous disiez? Bon, rien, répondit la brune avec un geste vif de la tête. Je me disais seulement. Quoi? Eh bien, je me disais que ce serait une bonne idée si vous emmeniez un de vos amis pour elle, montrant sa compagne. Et alors on irait quelque part prendre un ice cream soda ou autre chose. Une nausée morale le secoua. De Ruth à ceci, la transition était trop brusque. À côté des yeux hardis de cette fille, il voyait les clairs yeux lumineux de Ruth, dont le regard angélique venait à lui des ultimes profondeurs de la pureté. Et il se sentit soudain supérieur à cette aventure. La vie pour lui avait une autre signification. Elle ne se bornait pas à des ice cream soda en parties carrées. Il se rappela que de tout temps il avait dans un jardin secret cultivé des pensées rares et précieuses. S'il avait essayé d'en faire part, jamais il ne s'était trouvé de femme capable de les comprendre, d'homme non plus. Et comme ses pensées allaient au-delà de leur compréhension, il en conclut à présent qu'il devait leur être supérieur. Il serra les poings. Du moment que la vie signifiait pour lui davantage, c'était à lui de demander davantage à la vie. Mais ce n'était pas cette compagnie-là qu'il lui fallait. Les hardis yeux noirs ne pouvaient rien lui offrir de neuf. Il savait ce qu'il y avait derrière, de l'ice cream et un vague intérêt de plus. Mais des yeux angéliques là-bas lui offraient bien mieux et plus qu'il ne pouvait imaginer. Des livres, de la peinture, le repos et la beauté, toutes les élégances physiques et morales d'une existence raffinée. Il connaissait par cœur ce que dissimulaient si mal ses yeux noirs. Il voyait, comme un intérieur de montre, tous les rouages de la pauvre mécanique cérébrale. Le bas plaisir en était le but, le plaisir morne menant à la mort absolue de toute espérance. Mais dans les yeux angéliques s'offrait le mystère, l'enchantement, l'au-delà. En eux miroitait le reflet d'une âme et aussi un peu de son âme à lui. Il n'y a qu'une chose qui cloche dans ce programme, dit-il tout haut. Je suis déjà pris. Les yeux noirs de la brune le foudroyèrent. Vous allez veiller un ami malade, sans doute riconna-t-elle. Non, j'ai un rendez-vous avec une jeune fille. Vous me faites marcher dit-elle gravement. Il la regarda dans les yeux et répondit. Pas du tout, je vous assure. Mais ne pouvons-nous pas nous rencontrer un autre jour? Vous ne m'avez pas encore dit votre nom, ni où vous habitiez. Lizzie, répondit-elle, radoucie. Appuyée tout entière contre lui, elle lui pressait le bras. Lizzie Conley, et j'habite à Fifth and Market. Il bavarda quelques minutes encore et leur souhaita bonne nuit. Mais au lieu de rentrer directement, il alla jusqu'à l'arbre à l'ombre duquel il avait rêvé tant de fois, leva la tête vers sa fenêtre et murmura. Le rendez-vous était avec vous, Ruth. Je l'ai gardé. Depuis la soirée chez Ruth Morse, une semaine avait passé, remplie par la lecture uniquement, et il n'avait pas encore osé retourner chez elle. De temps en temps, il prenait son courage à deux mains, mais devant les doutes qui l'assaillaient, il reculait au dernier moment. À quelle heure fallait-il y aller? Personne ne pouvait lui dire, et il craignait de commettre une gaffe irréparable. S'étant affranchi de son milieu et de ses habitudes passées, et n'ayant pas fait de nouvelles connaissances, il n'avait d'autre occupation que la lecture, et s'y consacrait avec une telle frénésie que des yeux normaux n'auraient pas pu résister longtemps. Mais les siens étaient exceptionnels. De plus, son cerveau, vierge en ce qui concernait la pensée abstraite, était mûr pour les bienfaisants de sommeil. Aucune étude ne l'avait fatigué, et il mordait au travail intellectuel avec une surprenante ténacité. À la fin de la semaine, il lui parut, tant sa vie passée et sa façon de voir ancienne semblaient lointaines, qu'il avait vécu 100 ans. Mais le manque d'études préparatoires le gênait beaucoup.
Il essayait de lire des choses qui demandaient des années de spécialisation préliminaire. Comme il se plongeait un jour dans un livre de philosophie antique, le lendemain dans de la philosophie ultra-moderne, dans sa tête tourbillonnaient les idées les plus contradictoires. Avec les économistes, il en était de même. Sur la même rangée à la bibliothèque, il trouva Karl Marx, Ricardo, Adam Smith et Mill, et les idées abstraites de l'un ne permettaient pas de conclure que les idées de l'autre fussent surannées. Il était dérouté, mais assoiffé du désir de s'instruire. En un seul jour, l'économie sociale, l'industrie, la politique le passionnèrent. Dans le parc de City Hall, il avait remarqué un groupe d'hommes, au milieu duquel en pérorait une demi-douzaine. Le sang au visage, la voix excitée, il discutait avec animation. Il se joignit au public et écouta le langage, pour lui nouveau, des philosophies populaires. Le premier était un cheminot, le second un travailliste, le troisième un étudiant en droit et les autres des ouvriers bavards. Pour la première fois, il entendit parler de socialisme, d'anarchie, de taxes réduites, et sut qu'il existait des philosophies sociales contradictoires. Il entendit 100 mots techniques inconnus, car il faisait partie d'un champ d'études qu'il n'avait pas absorbé. Il lui fut impossible à cause de ça de suivre de près leurs arguments, et il ne put que deviner les idées exprimées par des expressions si neuves. Il y avait aussi un garçon de café théosophe, un boulanger agnostique, un vieillard qui les confondit tous par la théorie étrange du ce qui est à sa raison d'être, et un autre vieillard qui pérora interminablement sur le cosmos, l'atome mâle et l'atome femelle. Au bout de plusieurs heures, Martin Eden s'en alla, complètement abruti, et courut à la bibliothèque pour étudier la définition d'une douzaine de mots inusités. Et il en sortit, en portant sous son bras 4 volumes de Madame Blavatsky, La doctrine secrète, Pauvreté et progrès, La quintessence du socialisme et La lutte de la religion et de la science. Malheureusement, il débuta par la doctrine secrète. La moindre ligne était hérissée de mots polysyllabiques qu'il ne comprenait pas. Assis dans son lit, un dictionnaire ouvert à côté du livre en question, il recherchait tant de mots qu'il en avait oublié la signification lorsqu'il se représentait, et il lui fallait les rechercher de nouveau. De guerre lasse, il se décida d'écrire ces mots sur un calepin, et en remplit bientôt des pages entières. Mais il ne comprenait pas davantage. Il lut jusqu'à 3 heures du matin. Son cerveau était près d'éclater, mais il n'avait toujours pas saisi une seule idée essentielle du texte. Il s'arrêta. Sa chambre lui parut tanguer, rouler, plongé comme un navire en mer. Alors furieux, il lança la doctrine secrète à travers la chambre, en jurant tout ce qu'il savait, éteignit le gaz et s'endormit. Avec les 3 autres volumes, il n'eut pas beaucoup plus de chance. Son cerveau n'était cependant ni faible ni paresseux. Il aurait pu comprendre ses idées, sans son manque d'entraînement à réfléchir et son ignorance des moyens techniques pour y parvenir. C'est ce qu'il devina, et il entretint un instant l'idée de ne lire que le dictionnaire, jusqu'au jour où il en aurait compris tous les mots. La poésie, toutefois, était sa grande consolatrice. Il en lisait beaucoup, préférant les poètes simples, qu'il comprenait mieux. Comme la musique, la poésie l'émouvait profondément. Et sans s'en rendre compte, il préparait ainsi son cerveau au labeur plus ardu qui allait venir. Les feuillets vierges de son esprit se remplissaient des choses qu'il aimait, de sorte qu'il put bientôt, à sa grande joie, se réciter des poèmes entiers qui lui plaisaient. Puis il découvrit les mythes classiques de Gailey et l'époque mythologique de Bulfinch, qui jetèrent une grande lumière sur son ignorance totale à ce sujet, et plus que jamais, il se mit à dévorer la poésie. À la bibliothèque, l'homme au pupitre avait si souvent vu Martin qu'il était devenu très aimable. Il l'accueillait toujours à son entrée d'un sourire et d'un signe de tête. Encouragé par cette attitude, Martin, un beau jour, s'enhardit. Tandis que l'homme pointait ses cartes, il lança péniblement. Dites donc, je voudrais vous demander quelque chose. L'homme eut un sourire et attendit. Quand vous rencontrez une dame et qu'elle vous demande d'aller la voir, quand est-ce que vous pouvez y aller? Martin sentait la sueur coller sa chemise contre ses épaules tant il était gêné. Eh bien, n'importe quand, répondit l'homme. Oui, mais là c'est différent, expliqua Martin. Enfin, voyez-vous, voilà l'affaire. Elle n'y sera peut-être pas. Elle suit des cours de l'université. Retournez-y. Écoutez, c'est pas encore ça qu'on fait Saint-Martin en balbutiant, décidé à se confier entièrement. Voilà, je ne suis qu'un pauvre gars, assez fruste, et je ne connais rien à la société. Cette jeune fille est tout ce que je ne suis pas, et je ne suis rien de ce qu'elle est. Vous ne croyez pas que je me moque de vous, au moins interrogea-t-il brusquement. Ah mais non, non, pas du tout, je vous assure, protesta l'autre. Votre requête n'entre pas exactement dans la ligne de mes références, mais je serais enchanté de vous rendre service. Martin le regarda avec admiration. Ah, si seulement je pouvais être comme ça irait tout seul, dit-il. Pardon? Je dis, si je savais parler comme vous, facilement, poliment et tout. Ah oui, dit l'autre avec sympathie.
À quelle heure faut-il y aller? L'après-midi? Pas trop tôt après le déjeuner? Ou le soir? Ou un dimanche? Écoutez, appelez-la au téléphone et demandez-lui. C'est une idée, dit Martin en prenant ses livres. Il fit 2 pas, puis se retourna. Quand vous adressez la parole à une jeune fille, à disons Miss Lady Smith, devez-vous dire Miss Lady ou Miss Smith? Ah, dites Miss Smith, déclara le bibliothécaire avec autorité. Dites toujours Miss Smith, jusqu'à ce que vous la connaissiez mieux. C'est ainsi que Martin résolut le problème. Venez quand vous voudrez, j'y serai tout l'après-midi, répondit Ruth au téléphone, quand il lui demanda, en balbutiant, quand il pourrait lui rapporter les livres prêtés. Elle le reçut elle-même sur le seuil du salon, et son œil féminin remarqua immédiatement le pli du pantalon et un changement indéfinissable mais certain de toute sa personne. Son visage la frappa aussi. Une force violente, saine, émanait de lui et semblait ruisseler vers elle en ondes puissantes. De nouveau, elle ressentit ce désir de se pencher vers cette force pour s'y réchauffer, et s'étonna encore de l'effet que lui produisait sa présence. Et lui, à son tour, retrouva la divine sensation de bonheur infini au seul contact de sa main. Il y avait cependant une différence entre eux deux. Elle était froide et calme, et lui, rouge jusqu'à la racine des cheveux. Il la suivit en trébuchant, aussi maladroit que la première fois, et ses épaules tanguaient et roulaient d'une façon inquiétante. Une fois assis au salon, il se sentit plus à l'aise, bien plus même qu'il ne s'y attendait. Elle l'y aida de son mieux, avec une bonne volonté gracieuse, qui la lui fit aimer plus follement que jamais. Ils parlèrent d'abord des livres prêtés, du Swinburne qu'il adorait et du Browning qu'il n'avait pas compris, et elle mena la conversation d'un sujet à l'autre, tout en se demandant comment elle pourrait lui être utile. Souvent, depuis leur première entrevue, elle avait pensé à lui. Il avait éveillé en elle une pitié, une tendresse, que personne ne lui avait fait éprouver encore, moins peut-être par la compassion qu'il pouvait inspirer que par un inconfiant sentiment maternel. Sa pitié ne pouvait être banale car l'homme qui la lui inspirait était trop viril pour ne pas effrayer sa pudeur et la troubler étrangement. Comme la première fois, sa nuque le fascinait, et elle retenait son envie d'y poser ses mains. C'était un instinct impudique, soit, mais elle s'était habituée à cette idée. Elle n'imaginait pas un instant qu'un sentiment pareil pût être le commencement de l'amour, ni même qu'il pût s'agir d'amour. Elle croyait ne s'intéresser à lui que comme à un rare spécimen possédant certains pouvoirs occultes, et se complaisait même à ce qu'elle croyait être de la philanthropie. Elle ignorait qu'elle le désirait. Lui, au contraire, savait qu'il l'aimait, et il la désirait comme jamais il n'avait aimé personne au monde. Il aimait la poésie parce qu'il aimait la beauté, mais depuis qu'il l'avait rencontrée, les portes d'or donnant accès au champ divin de l'amour poétique s'étaient ouvertes. Plus que Bullfinch et que Gailey, elle lui donnait la compréhension des choses de l'amour. Une semaine auparavant, il n'aurait pu seulement remarquer cette phrase. L'amant fou d'amour mourant d'un baiser. Maintenant, elle le hantait. Il s'émerveillait de la trouver si vraie, et en contemplant Ruth, il sentait qu'il mourrait volontiers d'un baiser d'elle. De se savoir lui-même l'amant fou d'amour l'enorgueillissait autant qu'un titre de noblesse. Enfin, il connaissait le sens de la vie et pourquoi il était sur terre. À mesure qu'il la regardait, qu'il l'écoutait, ses pensées devenaient plus audacieuses. Il se remémora l'ardent bonheur que sa poignée de main en entrant lui avait donné, et la souhaita encore. Son regard erra vers ses lèvres et il les désira passionnément. Mais rien n'était grossier ni matériel dans ce désir. Il ressentait un plaisir exquis à étudier chaque mouvement, le moindre pli de ses lèvres, qui lui semblaient différentes de toutes les autres, faites d'une autre substance. C'étaient les lèvres d'un pur esprit, et son désir ne ressemblait pas au désir qu'il avait pu avoir pour d'autres lèvres de femme. S'il baisait jamais cette bouche, ce serait avec toute la ferveur et la piété dont on baise la robe de Dieu. Il ne se rendait pas compte de cette transposition des valeurs en lui et ne se doutait pas que la lueur qui brûlait dans ses yeux était pareille à celle qui embrasse tout regard masculin quand le désir d'amour le tient. Il ne connaissait pas l'ardeur de son regard, dont la flamme brûlante dissolvait peu à peu la chimie savante de ce cerveau de vierge. Cette chasteté évidente exaltait ses sentiments, en déguisait l'essence matérielle. Et il aurait été bien surpris d'apprendre que la lueur de ses yeux envahissait de ses ondes chaudes la jeune fille et lui communiquait une flamme subtilement troublante. Maintes fois, sans qu'elle sût pourquoi, ce délicieux envahissement rompit le fil de ses idées, la força à parler au hasard de n'importe quoi. Elle causait d'habitude avec une grande facilité, et ce trouble anormal l'aurait intriguée si, de parti pris, elle n'en avait apputé la cause à l'individualité remarquable de Martin. Comme elle était très sensible, il n'était nullement bizarre, après tout, que le rayonnement de la personnalité d'un tel voyageur l'ait impressionné. Le problème, cependant, se posait toujours de savoir comment pouvoir lui être utile, et elle orienta la conversation dans ce sens,
Ce fut d'ailleurs Martin qui l'a mis sur la voie. Je me demande si vous pourriez me donner un conseil, dit-il. Le signe d'acquiescement qu'il reçut fit bondir son cœur de joie. Vous rappelez-vous que l'autre soir, je vous ai dit que je ne pouvais parler de livres et de ce genre de choses parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Eh bien, depuis, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai passé mon temps à la bibliothèque, mais la plupart des livres que j'y ai lus étaient trop difficiles. Il faudrait peut-être commencer par le commencement, je n'ai jamais eu l'occasion. Tout gosse, je travaillais déjà dur, et depuis que je vais à cette bibliothèque, que je lis avec des yeux nouveaux, des livres nouveaux, j'ai compris que je n'avais jamais lu ce qu'il fallait. Ainsi, les livres qu'on trouve dans les chorales ou à la cambuse du bord ne ressemblent pas aux vôtres, vous comprenez? Eh bien, c'est à ce genre de lecture que j'étais habitué. Et pourtant, c'est pas pour me vanter, mais j'ai toujours été différent des gens avec qui j'ai vécu. Non pas que je sois meilleur que les matelots ou les bouviers avec qui je travaillais. Oui, pendant quelque temps, j'ai été bouvier. Mais j'ai toujours aimé lire. Lire tout ce qui me tombait sous la main. Eh mon Dieu! Je crois que je pense différemment que la plupart de ces gens. Maintenant, voilà où je voulais en venir. Jamais je n'étais entré dans une maison comme celle-ci. Quand je suis venu la semaine dernière et que j'ai vu tout ça, votre mère, vous, vos frères et tout le reste, ça m'a plu. On m'avait dit que ça existait et des livres le racontaient. En voyant votre maison, j'ai compris que les livres disaient vrai. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Tout ça m'a plu. J'en ai envie, tout de suite. Je veux respirer une atmosphère pareille à celle-ci. Une atmosphère de lecture, de tableaux et de belles choses. Où les gens ont des voix douces, des vêtements propres et des pensées propres. L'atmosphère que j'ai toujours respirée sentait la gargote, le loyer à payer, les vieux restes, l'alcool. Je n'ai jamais entendu parler que de ça. Tenez, quand vous avez traversé la pièce pour embrasser votre mère, ça a été la plus belle chose que j'ai vue. Et j'en ai vu des choses dans ma vie. Bien plus de choses que les types avec lesquels je me suis trouvé. J'aime voir. Et je veux voir davantage. Et je veux apprendre à voir différemment. Mais je ne suis pas encore à la question. Voilà. Je veux faire mon chemin vers une vie comme la vôtre. Il n'y a pas dans la vie que des saouleries, du travail éreintant et du vagabondage. Seulement, quel est le moyen d'y arriver? Par quoi commencer? Le travail ne me fait pas peur, vous savez. Et quand il s'agit de travailler ferme, j'ai vite fait de semer les autres. Une fois en train, je travaillerai jour et nuit. Vous trouvez peut-être ça drôle que je vous demande tout ça. Vous êtes la dernière à qui je devrais m'adresser, mais je ne connais personne d'autre. Arthur excepté. J'aurais peut-être dû lui demander si j'étais... Sa voix s'éteignit. Ses grandes résolutions s'arrêtèrent devant l'horrible impression d'avoir, peut-être, commis une maladresse en ne s'adressant pas à Arthur et de s'être rendu ridicule. Absorbée, Ruth ne répondit pas immédiatement. Elle s'efforçait d'harmoniser ce discours gauche, hésitant et naïf, avec ce qu'elle voyait sur ce visage. Jamais elle n'avait vu des yeux exprimer de force aussi grande. Avec la puissance exprimée par ce visage-là, cet homme pouvait arriver à tout. Mais comme elle s'accordait mal avec la façon dont il exprimait sa pensée, il ressemblait à un géant ligoté qui se débat pour arracher ses liens. Quand elle parla, ce fut avec une grande sympathie. Ce dont vous avez besoin, vous vous en rendez compte vous-même, c'est de vous occuper de votre éducation. Vous devriez retourner à l'école, travailler la grammaire, puis suivre les cours supérieurs et ceux de l'université. Mais il faut de l'argent pour ça, interrompit-il. Ah, je n'y avais pas pensé, s'écria-t-elle. Mais vous avez bien des parents, quelqu'un qui puisse vous aider? Il secouait la tête. Mon père et ma mère sont morts. J'ai 2 sœurs, une mariée et l'autre qui le sera bientôt, je suppose. Et puis j'ai une tapée de frères, je suis le cadet, mais jamais ils ont aidé personne. Ils vagabondent à travers le monde à la recherche du gros lot. L'aîné est mort aux Indes. Il y en a 2 en Afrique du Sud. Un autre pêche la baleine. Un autre travaille dans un cirque qui fait du trapèze. Depuis que ma mère est morte, j'avais 11 ans, je me suis élevé moi-même. Il faut donc que je me mette à étudier seul, et j'ai besoin de savoir par où il faut commencer. Il me semble que la première des choses est de vous procurer une grammaire. Votre façon de parler est... Elle avait l'intention de dire épouvantable, mais elle atténua en disant assez incorrect. Il rougit et son front se mouilla. Je sais, je parle argot, je dis un tas de mots que vous comprenez pas. Mais voilà, ce sont les seuls mots que je sache prononcer en somme. Hein. Dans mon cerveau, j'ai bien d'autres mots. Des mots ramassés dans les livres. Mais comme je ne sais pas les prononcer, je m'en sers pas. Mais ce n'est pas tant ce que vous dites que la manière dont vous le dites. Vous ne m'en voulez pas d'être franche? Je ne voudrais pas vous blesser. Non, non, s'écria-t-il, en la bénissant secrètement pour sa gentillesse. Allez-y, il faut que je le sache, et j'aime 1000 fois mieux que ce soit par vous. Eh bien, vous dites un atmosphère au lieu d'une atmosphère, et que je sais pour que je sache. Vous faites des doubles négations. Mais c'est quoi, c'est une double négation? Demanda-t-il, en ajoutant humblement. Vous voyez, je comprends même pas vos explications.
Il est vrai que je ne voulais pas expliquer, dit-elle en souriant. Une double négation, c'est quand, voyons, enfin. Par exemple, vous diriez je ne sais pas ne pas vous l'expliquer. La première partie de la phrase est négative, la deuxième partie est négative aussi. La règle étant que deux négations font une affirmation. Le sens de votre phrase serait que vous sauriez l'expliquer. C'est parfaitement clair. Je n'y avais pas pensé, dit-il, après avoir écouté attentivement. Et certainement, je ne ferai plus cette faute-là. La rapidité avec laquelle il comprenait l'a surpris. Ah, et il lui fit plaisir. Et vous trouverez tout ça dans la grammaire, continua-t-elle. Et puis, voici autre chose que j'ai remarqué dans votre façon de parler. Vous dites j'ai dit au lieu de je lui ai dit. Cela ne choque pas votre oreille? J'y ai dit? Il réfléchit une seconde, puis avoua simplement en rougissant. Je peux pas dire que ça me choque. Et pourquoi encore ne dites-vous pas je ne peux pas dire, reprit-elle. La façon dont vous avalez la moitié des mots, c'est terrible. Il se pencha en avant, tentait de se mettre à genoux devant un être si merveilleusement éduqué. Écoutez, il m'est impossible de tout vous montrer. Il vous faut une grammaire. Je vais en chercher une et vous montrerai comment commencer. Elle se leva et il en fit autant, hésitant entre le vague souvenir d'une chose qu'il avait lue sur le savoir-vivre et la crainte qu'elle ne crût qu'il s'en allait. À propos, monsieur Eden, s'écria-t-elle en quittant la pièce, qu'est-ce que c'est qu'être poivre? Vous l'avez dit plusieurs fois. Oh, être poivre, dit-il en riant. C'est de l'argot, c'est quand on a trop bu. Ne vous servez pas dans ce cas du pronom on, dites plutôt je, riposta la jeune fille gaiement. Quand elle revint avec la grammaire, elle approcha sa chaise. Il se demanda s'il devait l'aider et s'assit à côté de lui. Alors qu'ils lisaient ensemble, leurs têtes inclinées se frôlaient. C'était à peine s'il pouvait suivre ses explications tant ce voisinage délicieux le troublait. Mais lorsqu'elle entreprit de lui démontrer l'importance des conjugaisons, il oublia tout. Jamais il n'avait entendu parler de conjugaison, et ce qu'il entrevit de la construction du langage l'émerveilla. Il se pencha davantage au-dessus du livre et les cheveux blonds caressèrent sa joue. Il ne s'était évanoui qu'une fois dans sa vie et crut bien qu'il allait recommencer. C'est à peine s'il pouvait respirer. Tout le sang de son cœur lui sembla bondir à sa gorge, prêt à l'étouffer. Jamais elle n'avait paru si accessible. Pour le moment, un pont était jeté sur le gouffre qui les séparait. Et cependant, son respect pour elle n'en était nullement diminué. Elle n'était pas descendue des hauteurs. C'était lui qui s'élevait dans les nuages vers elle. Son sentiment demeurait aussi fervent, aussi immatériel. Il lui sembla qu'il avait indûment touché au tabernacle sacré, et soigneusement, il éloigna sa tête de ce contact délicieux qui l'avait électrisé tout entier, incident dont elle ne s'était nullement doutée.